Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vraiment avec la casquette d'animateur principal du club HEC Diversité que je prends la parole ce soir. Je dis animateur principal parce que c'est un club, comme tous ceux qui animent la vie des anciens élèves au sein d'HEC Alumni, donc comme les clubs professionnels, comme les clubs, les chapters et comme les clubs thématiques. Qu'on a créé avec deux autres personnes qui sont présentes ici, Hélène de Compiègne qui est au deuxième rang et Éric Repérant qui est au premier rang. Et c'est né d'une convergence d'envie avec l'association et Marguerite et Clémence qui sont également présentes de s'inscrire dans la nouvelle mission, enfin la mission réactualisée d'HEC, d'avoir de l'impact, de share, dare and care. Et je pense que le club HEC Diversité, il share, il partage des bonnes pratiques, il ose poser des questions souvent un peu inattendu et d'interroger vraiment les vrais sujets de la diversité jusqu'à est-ce qu'il faut de la diversité dans une entreprise. C'est une question qu'on a déjà posée. Alors c'est évidemment comme toutes les bonnes questions, on n'arrive jamais à y répondre, mais en tout cas on s'attache à le faire. On care puisqu'on essaye quand même à notre mesure de faire avancer les choses et de partager des bonnes pratiques au sein de la communauté HEC, qui est vraiment l'objectif premier de ce club, auquel vous êtes toutes et tous invités à participer et que vous pouvez rejoindre en un clic pour celles et ceux qui sont diplômés, en un clic sur votre espace. Voilà, c'est un nouveau club et on est prêt à accueillir toutes les sensibilités puisque la ligne éditoriale du club, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous restituer, puisque l'objet de mon intervention, ça va être de partager en 7 minutes, maintenant 6, je pense, 2 ans d'activité et d'événements et de considérations et de bonnes idées qui ont émergé des différents événements et des différents échanges qu'on a pu organiser. Ce qu'on fait au sein du club, c'est encore une fois de donner la place aux idées. On ne partage on ne partage pas d'orientation militante d'aucune manière. On ne donne pas des bons points et des mauvais points. On essaye encore une fois de poser les bonnes questions et d'y répondre avec honnêteté intellectuelle. Donc je voulais... voilà, l'intervention s'appelle 5 idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé pour faire avancer la diversité. C'est des idées qui ont émergé au sein de ces 2 ans d'activité du club. Ce ne sont pas forcément des vérités absolues. On trouvait que c'était des idées intéressantes, inspirantes pour certaines, dérangeantes pour d'autres, qui permettent parfois de poser un autre regard sur les sujets de diversité. Alors, j'ai quelques petites antisèches pour être sûr de vous les restituer dans le bon ordre. La première, elle a émergé lors de la création du club, où ça ne vous a pas échappé. On a mis un S à diversité. Et ça a, je pense, inspiré aussi l'intitulé de ce festival. On a voulu mettre un S à diversité parce que, en fait, on s'est dit qu'il y a les diversités ou la diversité sur laquelle on met forcément ou plus facilement une étiquette. Et en général, plus les entreprises sont grandes, plus elles mettent des étiquettes sur la diversité, puisqu'elles ont la possibilité d'affecter une personne à la mission handicap, d'affecter une personne à la gender equality, etc. Et que finalement, au-delà des sujets assez classiques auxquels on pense lorsqu'on pense à la diversité, donc l'inclusion du handicap, l'égalité homme-femme, ou qu'on appelle aussi l'égalité professionnelle, la diversité des origines, l'inclusion LGBT, la diversité des âges ou la collaboration intergénérationnelle. Il y a des interstices dans lesquels se glissent aussi et s'invitent aussi d'autres diversités. On en a parlé, on en a évoqué certaines. La diversité des sensibilités, les différents degrés d'introversion, les diversités de parcours de vie, de parcours académiques ou de parcours personnels, qui sont aussi des dimensions de la diversité, qui ont une résonance, un apport, qui posent parfois des problèmes, qui présentent aussi parfois des opportunités, des richesses au sein de l'entreprise. Et voilà, ce sont aussi des situations personnelles, des parcours, des compétences sur lesquelles, encore une fois, on ne met pas forcément de nom ni d'étiquette, mais dont on parle au sein du club. On a par exemple, lors du premier événement, je crois que c'était le directeur de la RSE d'Accor, qui avait parlé de l'emploi des anciens détenus. Il n'y a pas de mission anciens détenus dans aucune entreprise, et pourtant c'est un sujet
qu'on aborde peut-être de manière spécifique en tant que manager, en tant que directeur des ressources humaines, en tant que formateur, etc. Voilà. La deuxième idée qu'on voulait partager avec vous, elle a émergé lorsque nous avions reçu Olivier Sibony, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est professeur à HEC, qui parle beaucoup et très bien des biais inconscients et des biais cognitifs, et à qui on avait posé la question enfin, on lui avait demandé de réagir à toutes ces études, on en a mentionné certaines ce soir, sur finalement la corrélation entre diversité et performance économique. Nombreux sont les cabinets de conseil très prestigieux qui ont tous établi des rapports assez linéaires entre diversité et capacité d'une entreprise à innover, capacité d'une entreprise à déposer des brevets, capacité d'une entreprise à fidéliser les collaborateurs, etc. Et ce qu'Olivier Sibony disait, c'était que finalement, c'est presque l'équation inverse qui est vérifiée ou qui mérite d'être interrogée. C'est que finalement, l'entreprise n'est performante que si elle n'arrive à générer de la diversité. Et finalement, sa conclusion à lui, c'était que la diversité la plus précieuse dans l'entreprise, celle qu'il fallait essayer d'atteindre et de cultiver, c'était la diversité des opinions. Et certains d'entre vous qui sont intervenus ce soir ont un peu touché du doigt cette question en disant finalement à quoi ça sert de respecter des quotas si finalement c'est pour mettre autour de la table de réunion des personnes qui vont penser comme moi, qui vont appliquer stricto sensu la culture ou les préceptes de l'entreprise. Et que finalement la diversité des opinions est très certainement la diversité peut-être la plus dérangeante, la moins facile à manager. Et pour autant, c'est celle qui apporte le plus de richesse à l'entreprise. Donc voilà, c'était une des pépites qui a émergé des événements que je voulais partager avec vous ce soir. La troisième idée, alors, quand vous dites We Dare, on a osé poser la question de est-ce qu'il faut de la diversité dans une entreprise. Je vais vous raconter un cas personnel. J'ai accompagné un fonds où socialement, culturellement, tous les employés se ressemblaient. Ils avaient tous étudié à Franklin, ils étaient tous blancs, majorité d'hommes, ils avaient des clients qui leur ressemblaient et tout se passait très bien. On peut se poser la question, légitimement, de est-ce que cette entreprise a intérêt à intégrer de la diversité ? On prend une manufacture horlogère au fin fond de la Suisse ou un atelier Chanel. Est-ce que finalement, une entreprise comme celle-ci doit se nourrir de diversité? Est-ce que finalement se passer les savoir-faire de génération en génération ou de père entre pairs n'est pas finalement le garant d'une forme d'efficacité? Voilà. Et donc à cette occasion, on avait reçu des acteurs du luxe et des acteurs de la finance et un camarade de notre promotion à Marguerite et moi qui s'appelle Geoffroy Guidou et qui a fondé une des licornes françaises qui s'appelle... comment ? United Credit, exactement, disait à juste titre, moi, mon problème, enfin mon sujet, c'est de recruter plus de femmes, parce que je suis à l'intersection de la finance et de la tech, et que dans les formations académiques, on trouve moins de femmes, etc. Il nous a dit quelque chose, alors qui vous paraît peut-être évident, mais qui, moi, a été comme une révélation. Finalement, pour recruter plus de femmes, l'important, c'est que ces femmes rencontrent d'autres femmes dans leur processus de recrutement. Ce qui n'est pas une évidence, et ce qui, je pense, a fait pas mal réagir les participants ce soir-là. Et c'est peut-être d'ailleurs une conclusion qu'on peut étendre à d'autres dimensions de la diversité. Peut-être qu'une personne LGBT sera plus encline à rejoindre une entreprise si elle voit des personnes qui lui ressemblent, en tout cas qui lui renvoient des parcours qui lui sont proches. Donc on trouvait que c'était assez intéressant comme conclusion, et encore une fois, ça peut être une idée auquel on ne pense pas forcément et qui fait avancer la diversité. La quatrième idée, je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu as dépassé. J'ai dépassé, alors je vais aller très rapidement, directement à la conclusion. On a organisé il y a quelques mois un événement qui avait pour intitulé Diversité, les entreprises ont-elles à apprendre du monde du sport ? Et on a reçu à cette occasion une championne, je crois qu'une des championnes les plus médaillées de l'olympisme français, qui en l'occurrence est une nageuse paralympique, qui s'appelle Ludivine Munoz, et qui nous a dit, en fait, souvent, les difficultés
qu'on projette ne sont ni plus ni moins les craintes que l'on a soi-même pour soi. Et c'est quelque chose qui se retrouve énormément. On parlait notamment des perspectives d'emploi de personnes en situation de handicap, mais on peut imaginer des projets où on envisage de recruter quelqu'un qui est autodidacte ou qui vient d'un milieu social très différent ou qui a un parcours académique peut-être un peu plus escarpé. Et en fait, cette conclusion, on l'a trouvée très parlante et très inspirante. Et c'est vrai que lorsque il y a beaucoup d'entreprises qui vont être peu enclines à recruter des personnes en situation de handicap en se disant pour elles, ça va être difficile parce que pour moi, si je ne peux pas marcher, si je ne peux pas écrire, si je ne peux pas restituer des chiffres sans les intervertir, etc., cette personne ne va pas le pouvoir. Et c'est en général ignorer des capacités que les individus en question ont pu développer pour acquérir leurs compétences à leur manière, mais qui sont d'une manière qui est différente de celle dont on les acquiert soi-même. Et enfin, dernière conclusion, alors je l'anticipe un peu, puisqu'on va avoir l'occasion, je pense, de le découvrir demain. Demain, nous organisons un événement dans un espace de coworking pas très loin d'ici, qui a pour intitulé « Est-ce autour du mouvement woke de faire bouger les lignes dans l'entreprise ?» Alors, c'est oui, d'air. On ose poser ce genre de questions et aborder ce type de thématique au sein du club. Ce qui est intéressant en préparant l'intervention de demain avec une historienne et une sociologue qui se sont penchées sur la question et qui ont étudié le woke et non pas le wokisme, parce qu'avant de mettre un isme et donc de catégoriser et de voir stigmatiser un mouvement dans une société, il est important de l'étudier. Ce qui est important, c'est que les deux personnes auront dit woke, finalement, c'est l'éveil. Et donc, c'est l'éveil à un environnement qui nous entoure, qui évolue. On peut même se prêter à la comparaison de qualifier le woke des lumières contemporaines. C'est finalement regarder avec un nouvel éclairage le monde qui nous entoure et voir de quelle manière on peut faire évoluer les choses. Et finalement, le sujet de la diversité, des diversités avec un S dans l'entreprise, c'est finalement un sujet d'éveil, de regard éclairé, sans préjugés. Et voilà, donc je pense que l'événement de demain va nous permettre d'avancer encore un peu. Les inscriptions sont encore ouvertes, donc vous pouvez toutes et tous y participer. On sera ravis de vous accueillir et je rends le micro. Merci beaucoup.